Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Burger du mois, votre dose mensuelle de pop culture sur MCM. Wow. Le Burger du mois, hop hop hop, méfiez-vous des contrefaçons, c'est la seule vraie recette préférée de celles et ceux qui, comme nous, aiment les comics, le cinéma, les jeux vidéo, la musique, les jouets et la réalité virtuelle. Au sommaire de cette troisième émission, le steak, notre gros dossier, pose la question de but en blanc. Le Metallica de 1986 serait-il fier du Metallica de 2016 On a la réponse. Elle vient du groupe lui-même, parce que nous sommes allés l'interviewer à New York, on se la pète pas, mais on se la pète un peu. La salade, notre moment nostalgie, reviendra sur un classique qui fête ses 30 ans ce mois-ci, Fievel et le Nouveau Monde. Et la sauce, celle qui fait toute la différence, vous emmènera à la rencontre du créateur d'un jeu vidéo indé ultra violent, répondant au doux nom de Mother Russia Bleeds. La mère Russie saigne, tout un programme. Le burger du mois est à chaque fois, et c'est la règle, servi sans conservateur. Oh là là, voici donc ce dont nous ne vous parlerons pas dans cette émission, parce que notre recette ne doit contenir que le meilleur, du meilleur, du meilleur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Burger du mois. On ne vous parlera pas de la série Mozart in the Jungle, dont la 3e saison débute le 9 décembre. Oui, déjà 3 saisons pour cette création Amazon qui semblait n'avoir plus rien à dire après seulement 2 épisodes. Certes, Gaël Garcia Bernal est comme à son habitude excellent dans son rôle d'excentrique chef d'orchestre, mais ce n'est pas suffisant pour accepter de perdre son temps devant cette série tout juste sympatoche. On ne vous parlera pas non plus du retour de The Weeknd. Un 3e album intitulé Starboy, une collab avec les Daft Punk où l'on peine à déceler la présence du duo français, et c'est devenu une habitude en 2016. Un disque beaucoup trop long avec pas moins de 18 titres, mais presque aucun tube. De toute façon, le retour de Weeknd, c'est toujours un peu chargé. Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir dans le Burger du mois l'un des plus grands groupes de toute l'histoire du rock. Oasis s'est formé au début Non, des attends, années 80. non, Nico. Oasis, t'es relou avec Oasis. C'est Metallica le groupe. Ah, pas mal. Bah oui, pas mal. ouais, C'est bah, moins désolé, bien, mais c'est très bien. Avec les moyens du bord, il y avait Metallica, je les ai bookés. Pardon, Pardonnez-nous. on a que Metallica. On fait ce qu'on peut, hein. Leur nouvel album, Hardwired to Self-Destruct, Oh, fluent in English. bah quand même, Pas mal. il faut se respecter, vient de sortir, et nous, on s'est posé une question toute simple. Le Metallica de 1986 serait-il fier du Metallica de 2016 Et on est allé directement poser la question au groupe à New York. Pas à Montluçon. On dit souvent que ce qu'il y a de plus difficile à gérer pour un groupe de rock, c'est l'âge. Une discographie peut en dire long sur la façon dont un groupe vieillit. Dans le cas de Metallica, de stars du métal, ils sont passés au statut de méga-stars du rock avec le Black Album, avant de vivre un début d'année 2000 difficile. Bref, le mot qui définirait le mieux leur évolution serait sûrement chaotique. Ça me fait penser à cette phrase dans Rocky, quand l'entraîneur de Rocky lui dit « Rocky, t'es arrivé la pire chose qui peut arriver à un boxeur, tu t'es embourgeoisé ». Metallica, c'est pareil, ils se sont embourgeoisés. Les mecs ont des problèmes de riches. Les mecs s'engueulent, oui, il m'a regardé bizarrement, ouais, j'en ai marre que t'écrives les paroles, oui, ben moi quand je suis en train d'écrire, j'ai l'impression que tu me juges. Pour remonter aux origines du mal, rappelons que dès le début de sa carrière, Metallica est confronté à un événement traumatisant, le décès de son légendaire bassiste, Cliff Burton. Cliff Burton est un élément moteur de Metallica. En 1986, alors que le groupe est en tournée européenne, le tourbus dérape sur une route de Suède et le musicien est projeté depuis sa couchette hors du véhicule qui s'écrase sur lui. Plus tôt dans la soirée, il avait gagné sa place dans ce lit lors d'une partie de cartes remportée grâce à un as de pique. Cette tragédie force les membres de Metallica à réfléchir à la vie d'une manière différente. He loved music. He was probably the only one in the band that had studied music properly, going to music classes, studying theory, and he introduced harmony to me, the guitar player and singer, hello, thank you. It was really an amazing time with him, and I respected him completely because he had his own vision on how he wanted to be, and no one could fuck with that.
Le groupe rebondit très vite et recrute le jeune Jason Newsted. Ils enregistrent l'EP Garage Days et enchaînent avec And Justice for All. Mais le vrai album du deuil est l'album noir. Lorsque Metallica sort son Black Album, impossible de ne pas faire le lien avec le Back in Black d'ACDC, le premier sans leur chanteur Bon Scott. 2 albums où la présence du disparu plane dangereusement et qui marquent la transition vers un son plus polissé et l'acquisition d'un public bien plus large. C'est de là d'ailleurs que vient une espèce de méprise. On dit « Ah, c'est leur album commercial ». Ils en ont vendu entre 30 et 35 millions. Donc c'est un succès commercial. Mais l'album, c'est pas un album de M. Pokora. Il n'est pas fait pour plaire à ma grand-mère. Il se trouve que Nothing Else Matters a plu à ma grand-mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de là à dire que Metallica a vendu son âme pour vendre du disque dans les années 90, c'est pas vrai. Metallica devient le groupe de métal le plus célèbre du monde. Et pourtant, ses boyaux se tordent de douleur à chaque gestation d'album qui se fait plus conflictuelle que la précédente. Les divisions internes ont finalement raison du bassiste Jason Newsted, remercié en 2001 au profit d'un virtuose, Robert Trujillo, dont le premier album au sein de Metallica est l'abominable Sentenger en 2003. Cette période de doute et disons-le de merde est largement documentée dans Some Kind of Monster, un documentaire intimiste, parfois gênant, mais qui marque le début de la rédemption du groupe. Les fans qui en voulaient à Metallica de s'être embourgeoisés leur ont pardonné en disant « Ok, vous avez été honnête, vous nous avez montré votre mal-être, vous nous avez montré votre côté ridicule, bouffi que peut avoir le rock'n'roll. » Là, en fait, le coup de génie de Metallica, c'est de se filmer en séance avec le psy, quoi. Avec l'album Death Magnetic sorti en 2008 et produit par le gourou barbu Rick Rubin, tout semble revenir dans l'ordre. Les fans comme les bonnes critiques répondent à l'appel. Metallica goûte de nouveau Halloween. Aujourd'hui, le groupe sort son 10e album, un album long, un album parfois confus ou un peu trop garni, mais, et c'est le plus important, un album de Metallica. On ne va pas se mentir, on est surtout heureux que le groupe soit vivant avec ses failles, ses dérèglements internes, mais aussi sa flamboyance éternelle. Le Metallica de 86 n'a donc pas à rougir de celui de 2016 et peut même, oui, en être fier, mais qu'en pensent les principaux intéressés? If the Metallica guys from 1986 got to meet the Metallica from today, what would they have to say to each other? They'd probably have a lot to say. You know, you're old. Why are you doing this? You know, but that's the old me, you know? I used to make fun of bands that were still around, you know, and wonder why, you know. Gosh, you used to play stadiums and now you're in a little club playing. Why are you doing that? And what an idiot. Why would I, what? You're an artist. Why would you not play? Yeah. No matter where you are. Popularity is one thing. Your artistry and your passion and your love is another thing. And if they combine, that's even better. Sure. Well, why would you stop doing what you love? Why? Yeah. Because nobody else loves it? I mean, why? It doesn't matter. If the whole Metallica discography was a huge burger, what part? A burger. Hamburger. Yeah, Okay. a hamburger. Gotcha. What ingredient would the new album be? Wow. I think sonically, this is probably the meatiest sounding record. It's solid, it's loud, but it's warm at the Yeah. same time. Like, that's how I like my meat, I guess. When you get a burger, you know, where's the beef? You know, the meat is kind of like, you know, the main part. For me right now, you know, this album is a very fucking beefy album. So there Okay. you go. Le cheddar, chaque mois, c'est les bons plans de notre ami Drake. Le rappeur. Oui, bah je sais, je le crois. Non mais je précise parce que certains pensent qu'on ment, Ah oui. qu'on ne le connaît pas vraiment. Non mais franchement. Mais c'est un vrai pote, Drake. La preuve. Voilà, hein, donc qui peut nier? Personne ne le peut. Drake, c'est donc notre pote américain, rappeur, qui nous rapporte chaque mois ses bons plans. Et en ce moment, Drake, il a 2 passions. La première, c'est un podcast du nom de Super Ciné Battle. Et comme son nom l'indique pas, c'est un podcast
français, mesdames Eh et ouais. messieurs, absolument, qui vous propose rien de moins que la liste ultime des films de cinéma. Chaque semaine, vous proposez vos films, ils sont classés et à la fin, tous les films du monde se retrouveront dans la liste ultime. Une idée toute simple et géniale, on peut le dire. Alors il faut préciser que Drake était en effet en vacances en France il y a quelques semaines. Il s'est pris quelques jours pépouze Tranquille, hein, à Guétari. à Guétari, au Pays Peinard. Basque, un coin très sympa avec des jolies filles. Mais son boulot, c'est aussi et surtout de nous conseiller ce qui cartonne chez lui et n'est pas encore arrivé chez nous. Et son deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur littéraire. Regarde, il nous l'a dédicacé. Oh, c'est un vrai pote. C'est vraiment notre pote, il nous a dédicacé le bouquin. Alors que c'est même pas lui qui l'a écrit. Mais- C'est vrai. Ce mois-ci, en plus de Super Ciné Battle, Drake vous recommande chaudement le livre de l'acteur Aziz Ansari. Own a nightclub called Eclipse that's only open for 1 hour 2 times a year. Cover charge $5,000. Les fans de la série Parks and Recreation le connaissent comme Tom Haverford, le subalterne tête à claque du personnage joué par Amy Poehler, et nous l'avons adoré pour sa série Master of None, petit bijou d'écriture visible sur Netflix. You seem very nice. I'll admit, I was a little worried. Some of my friends have racist grandmas. Et voilà que l'humoriste américain cartonne en ce moment outre-Atlantique avec Modern Romance. Ouais, enfin en ce moment pas tout à fait, puisque le livre, coécrit par l'acteur et un sociologue américain du nom d'Eric Klinenberg, est paru en juin 2015, mais n'a depuis jamais quitté les têtes de gondole. Il vient même de faire son retour dans les meilleures ventes à l'approche de Noël. Modern Romance est une étude des relations amoureuses dans le temps, l'évolution des rencontres, l'amour avec un grand A à l'ère de Snapchat et de Mythique. On rit énormément à la lecture de ce livre, on en apprend également beaucoup sur l'époque dans laquelle nous vivons et sur l'amour en général. On espère donc très rapidement une traduction française. Nicolas, je t'aime. Moi aussi, Joe, moi aussi. Ah bah je suis content alors. Nico et moi, nous sommes de grands enfants et nous aimons donc tout simplement jouer. C'est bien vrai. D'ailleurs, vous l'ignorez peut-être, mais je vous le dis, hein, petite info, Nico, entre deux tournages du Burger du mois, il aime se détendre sur son petit tapis ville. All the dust they got settled and the settlers got cattle, but the cattle was rattled by the snakes that were guarding the garden gate. Ouais, bah ça m'aide à affronter la vie, c'est comme ça, tu t'as pas à juger. Je ne suis absolument pas là pour juger, alors que moi, pour rester zen, j'aime bien, comment dire, j'aime bien... Défourailler. Voilà, défourailler, c'est ça. D'ailleurs, en ce moment, je suis totalement accro à un petit jeu de baston indé qui s'appelle Mother Russia Bleeds. Devolver, éditeur entre autres de Serious Sam ou du déjà culte Hotline Miami, a repéré cette création de deux Français, Frédéric Coispeau et Alexandre Mutoni. Deux mecs qui ne viennent mais alors pas du tout du jeu vidéo, mais qui ont décidé d'aller pointer au chômage et d'utiliser toutes leurs allocs pour rendre hommage à des jeux comme Street of Rage et Double Dragon. Mother Russia Bleeds est déjà dispo sur PC et PS4, c'est notre sauce du mois et on en parle avec Alex, rescapé d'une agence de com qui s'est lancée dans l'univers du jeu indé. Le rêve quoi, Le rêve. trop bien. L'histoire du projet fait qu'on n'avait pas du tout d'ambition par rapport à ce projet-là. C'était vraiment deux mecs au chômage qui avaient besoin de s'amuser parce qu'on avait quitté nos boulots et qu'on en avait un peu marre de nos milieux professionnels respectifs. Donc on n'avait pas vraiment de pression de se dire bon il faut qu'on se démarque. Il n'y avait aucune démarche déjà de marcher. Il ne fallait pas que le jeu marche à tout prix. On n'avait pas du tout investi d'argent. C'était juste, on faisait ça pour s'amuser. On a fait un petit teaser mais pour s'amuser de ce qu'on était en train de faire après 6 mois de boulot. Et puis bah, ça a buzzé quoi, ça a buzzé dans plein de pays différents. On est passé à 100 000 vues assez rapidement. Les gens distinguaient très clairement nos deux références qui étaient Street of Rage et Hotline Miami. C'est revenu aux oreilles de Denaton, les développeurs d'Hotline Miami, Denis Wedin particulièrement le graphiste. Il a parlé de nous ensuite à Devolver, son éditeur. Qui nous a tout simplement proposé de nous produire, enfin de nous éditer pour qu'on puisse mener le projet à bien, quoi. L'agence, moi je devenais fou, c'était vraiment pas vraiment fait pour moi, quoi. Donc ça a été très drôle, mon départ, puisque j'avais toute forme de réaction. J'avais évidemment des mecs qui étaient hyper enjoués parce que ça fait un peu rêver tout le monde. En tout cas, tous les mecs sont toujours un peu à fond.
quand tu parles de ça. Mes parents ont paniqué, ça c'est assez normal. C'est le côté bon allez j'arrête, je vais faire du jeu vidéo quoi. Ça fait caprice d'enfant, moi maintenant je vais être astronaute. Faut aimer son jeu, faut aimer y jouer, faut se marrer. Nous on s'est donné aucune censure à aucun niveau, vous verrez bien en jouant je pense. Et ça a plu, donc moi du bilan que je fais de cette histoire c'est ça, essayer de ne pas être stressé par le financement et tout ça, c'est le plus dur évidemment, et faites-vous plaisir à tout prix quoi. Oh, dis donc, t'as vu, c'est marrant. Bah, il y a une étude qui a été réalisée par des zooethnologues. Apparemment, en Amérique, il n'y a pas de chat. What? Ouais, c'est une super nouvelle pour les souris, ça. Oh oh oh, Hey, oh, quoi? Une nuit de souris. Ce mois-ci, c'est salade d'anniversaire. On célèbre les 30 ans d'un dessin animé qui a marqué notre enfance, la vôtre, celle de vos enfants et de ceux de vos voisins, Fievel et le Nouveau Monde. Regarde, papa! Des oiseaux! C'est ça, les mouettes? Continue, avance! Continue, avance! Continue! Fievel sort sur les écrans en 1986 et pour les enfants biberonnés à Disney que nous étions, Et que nous sommes toujours. absolument, le film est une petite claque. Son auteur, Don Bluth, n'en est pourtant pas là à son premier chef-d'œuvre. En effet, en 1982, il avait déjà sorti Brisby et le secret de Nîmes, souvenez-vous. Don Bluth est un rebelle. Après avoir claqué la porte des studios Disney pour désaccords artistiques, il se met en tête de livrer des dessins animés tout aussi ambitieux que la concurrence, Disney donc, mais tente d'y apporter des niveaux de lecture multiples afin que le public adulte, lui aussi, trouve son compte dans ses histoires. Fievel, c'est donc à la fois l'histoire d'une souris perdue dans New York à la recherche de ses parents, mais c'est aussi en creux la description du quotidien difficile des émigrés juifs russes de la fin du 19e siècle. Pour les enfants, Fievel propose un spectacle à la fois enchanteur, mais aussi assez traumatisant, à l'image d'une tempête de mer qui prend l'apparence d'un chat monstrueux séparant Fievel Souriskevitz de sa famille. Ou celle de l'attaque de la souris géante de Minsk. Même les chats ont une apparence absolument terrifiante pour les gamins, donc c'est vous dire. Ce juste dosage entre le spectacle pour enfants et le divertissement adulte, on le doit en grande partie à un producteur, au producteur du film. Son nom vous dira peut-être quelque chose, Steven Spielberg. Effectivement, Steven Spielberg s'investit beaucoup dans le projet. Lui-même étant petit-fils d'immigrés juifs ukrainiens, il baptise le personnage principal du film, Fievel étant le prénom yiddish de son grand-père. D'ailleurs, sur ce point, il devra faire face au réalisateur qui pense que le prénom sonne un peu trop étranger et que le public ne s'en souviendra pas. Mais c'est pas possible! Jamais je les retrouverai, jamais! Faut jamais dire jamais. Allez, vas-y, chante. Jamais dire jamais! Jamais, mon ami, à toi. Jamais dire jamais! C'est vrai, tu vois, c'est facile. Son influence est également présente dans certaines scènes clés, notamment celles qui décrivent la vie des modestes familles juives en Europe de l'Est. Fievel, c'est aussi une galerie de personnages très attachants, des aventures inoubliables, des super chansons et le film d'animation hors studio Disney le plus performant de l'histoire à l'époque. Joli coup pour Don Bluth. Un coup qui aura pour conséquence directe la production d'un autre chef-d'œuvre, c'est le mot, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Maman! Maman? S'il te plaît, lève-toi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si tu peux. Lève-toi. Mon chéri, mon tout petit, est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi j'ai pas besoin de le savoir? Tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Petit pied, laisse ton cœur te guider. Voilà, donc ça c'est une autre histoire.
une autre chiale pour un prochain burger du mois. Chaque mois, dans cette émission, nous aimons faire la bagarre, ou en tout cas, vous raconter les grands clashs qui ont émaillé, et continuent parfois d'émailler, l'histoire de la pop culture. C'est pour ça que cette rubrique, dans notre recette, ça s'appelle les pickles. Parce que ça pique. Voilà, tout simplement. T'as besoin d'un coup de main Non, ou ça roule. Ok, d'accord. Ouais, ok. ok. Alors ce mois-ci, le clash s'étale sur des années et oppose un avocat, Jack Thompson, et le studio Rockstar Games, créateur de la licence GTA. Et une armée de joueurs mécontents. Également, c'est aussi ça, on peut le dire. T'es certain que ça va ou Ça passe. Sinon, je t'aide. Hein. Non, ça passe. Ok, ça passe. très bien. Et alors pourquoi t'as mis des gants là du coup? Ah, c'est juste au cas où. Au cas où? Ah, tu peux me le passer d'ailleurs? De quoi? Le cas où. Jack Thompson, avocat américain né dans l'Ohio, est connu pour deux choses. Premièrement, c'est un sale mec, et deuxièmement, il a lutté toute sa carrière contre la violence dans les jeux vidéo, les deux n'étant pas liés. En février 2003, Jack Thompson défend la famille d'une adolescente assassinée par Dustin Lynch, un autre adolescent. Selon Thompson, ce dernier était obsédé par GTA 3 et ce meurtre était donc lié directement au jeu, alors que l'assassin Dustin lui-même le clamait haut et fort. Ce n'est pas GTA qui m'a poussé à commettre ce crime et ceux qui croient ça, ce sont des cons. Mais le verre est dans le fruit et à partir de ce jour, Thompson n'a plus qu'une seule idée en tête, détruire le studio Rockstar à l'origine de GTA. En 2003 toujours, Thompson participe au procès de deux frères ayant plaidé coupables d'homicide. Là encore, la responsabilité du jeu ne sera finalement pas mise en cause, mais Thompson porte malgré tout plainte contre la chaîne de grande distribution Walmart qui vend les jeux, mais aussi Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, allant jusqu'à réclamer plus de 250 millions de dollars de dommages et intérêts, sans résultat. Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. En 2005, troisième procès contre Rockstar et particulièrement le jeu GTA Vice City, un procès qui signera la fin de la carrière de Thompson. Le juge, excédé par un comportement hostile envers la défense et lassé de ses manœuvres en coulisses, comme des coups de fil d'intimidation, allant jusqu'à lui retirer le droit d'exercer. Fin de l'histoire? Oh que non, on commence même à bien se marrer chez Rockstar, qui fait de Thompson l'un des personnages de la licence GTA. En mars 2007, c'est cette fois-ci Take-Two qui porte plainte après une nouvelle action coup de poing de l'avocat. Celui-ci pense y voir là une chance de se refaire, mais non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et il perdra le procès encore. Finalement, c'est Rockstar qui aura le dernier mot avec GTA 4, l'une des missions du jeu consistant à aller zigouiller un avocat qui, avant de se prendre une balle dans la tête, nous dit tout haut « Guns don't kill people, video games do ». La référence est évidente, l'avocat demandera à ce que la scène soit retirée, elle ne le sera pas. Les frites dans le burger du mois, ce sont nos jouets et chaque mois, on vous invite à voter pour le grand gagnant du duel, le jouet de Joe ou le jouet de Nico. Vous pouvez voter sur Internet avec le hashtag qui apparaît juste en dessous, la hashtag burger du mois. Et je ne suis pas peu fier, puisque le mois dernier, tu t'es ramené avec ton gros jouet, là, ton gros Skeletor. Mais c'est ma brosse à dents Dark Vador qui a gagné. Je sais pas ce qui vous a pris. Je ne sais pas ce qui vous a pris. Vous avez voté pour l'outsider pour une fois, bon. Mais je remets mon titre en jeu et ce mois-ci, Joe, tu as donc ramené un nouveau jouet. Ouais! C'est Spider Gremlin. You mean a gremlin with 8 legs and a thorax just catching pretty ladies in a web in an office building? Oh my God, it's in the movie. I love it! Le Spider Gremlin, donc, c'est le Gremlin le plus stylé de toute la saga Gremlin, ça on est bien d'accord. C'est un beau bébé. Et donc, NECA a eu la formidable idée, dont j'avais rêvé pendant des années, de sortir le jouet avec pas moins de 32 points d'articulation, 34 même si on compte qu'il y en a 2 dans les épaules. On les compte on les compte, hein, on peut les compter. Alors voilà, il peut aussi ouvrir la bouche, il vient avec sa petite potion arachno, je sais pas quoi, enfin le truc qui le transforme en araignée quoi, tu vois. Et donc ça se trouve toujours assez facilement sur internet, même dans certaines boutiques pour une 60aine d'euros. Et franchement, vu le truc que c'est... Et puis ça habille bien une chambre d'enfant en plus. Voilà, tu vois, pour ton enfant de 2-3 ans, c'est vraiment genre, je pense
pense que s'il grandit avec ça, ensuite il a plus jamais peur de rien. Quoi. Voilà. Et ça, c'est Sauf un de son argument, père. c'est Sauf de un son argument père. de vote, sauf de son père, effectivement. Alors, Nicolas, qu'as-tu Oui, oh, ramené? Nicolas. Oui, on peut y aller Alors, sur les prénoms. écoute, Jonathan, j'ai ramené un petit gel pour les mains. Un jouet, hein, donc, comme Voilà. vous pouvez le constater. On Alors, doit c'est pas trop n'importe s'amuser quel- avec ça. C'est pas n'importe quel gel pour les mains, c'est un Oui. gel pour les mains Cabin Fever. Cabin Fever, c'est un film réalisé par Eli Roth, sorti en 2002, et qui racontait l'histoire d'une bande de jeunes perdus en forêt et qui était attaqués par un mystérieux virus, un virus mangeur de chair. Et donc le service marketing a eu l'excellente idée de créer un petit gel pour les mains Cabin Fever pour ne pas attraper ce virus. Alors un seul point d'articulation en ce qui me concerne, c'est le bouchon, hein, voilà, je sais pas si ça... T'aurais pu lui dessiner Voilà. des petits yeux et une petite bouche au bouchon. Donc c'est un petit bouchon... Au moins que ça ressemble à un jouet. C'est vrai, c'est possible. C'est un petit bouchon rond, comme toi, de forme arrondie. Oui. Ça a l'odeur donc du gel, ça a la texture du gel, et ça permet d'avoir les mains propres un peu tout le temps. Quand elles sont sales, tu mets un peu et voilà, c'est propre. Donc c'est un jouet contre un objet de marketing, hein, ce Voilà. mois-ci. Hein, c'est vous qui C'est choisissez. pas n'importe quel objet. Rappelez-vous que vous pouvez donc voter sur les internets, #burger du mois, Spider Gremlin ou, comment on appelle ça? Gel pour les mains. Gel pour les mains, voilà. c'est à vous de jouer dorénavant. Faites le bon choix, le choix juste. Et voilà, ça y est, notre burger est presque terminé, mais il lui manque un élément pour qu'il soit tout à fait complet. Et cet élément, c'est bien entendu le petit drapeau. Le petit drapeau, c'est ce dont on espère vous parler le mois prochain. Et là, on va pas se mentir, voilà. Ce dont on espère, on va vous en parler. C'est hein. Star Wars. Voilà, on va vous parler dit, de Star Wars hein. le mois Allez. prochain. C'est comme ça. Allez. Que la force soit avec vous. Voilà. Au mois prochain, ciao. Le mois prochain, nous allons bien évidemment vous parler de Rogue One, le prochain Star Wars. Every day they grow stronger. Rogue One est en fait un préquel à Star Wars puisqu'on y suivra le groupe de mercenaires chargé de récupérer les plans de l'Étoile Noire. On y verra Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Dark Vador, des sabres laser, l'Empire Galactique, l'Alliance Rebelle, des Stormtroopers, putain on est comme des ouf. Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Et sachez que le mois prochain, le burger du mois sera un burger intergalactique. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Are you with me? Oh non. Bah. Bah alors, oh, c'est cassé. Voilà. Ah. Wouh, j'ai grossi la police. Désolé. C'est où? À gauche. Merci. La musique. Dans la peau, qu'est-ce que c'est bobo. On l'a déjà fait la dernière fois. Ça. Oui, mais moi je peux le faire tout le temps, tous les jours. Tu t'améliores vraiment de jour en jour, quoi. Merci, ça Enfin, tu vois, la caméra te fait plus peur. Tu es de plus en plus beau, je trouve.